Parce que sous Alpha Oumar Konaré, il y a eu 16 milliardaires fonctionnaires, tous des fonctionnaires, et c'est la Banque mondiale qui l'a dit. D'accord. Ce moment que dans nos ministères, par exemple, c'est la direction financière qui est en avant, alors que moi, au Gabon, quand je vais au ministère de l'éducation, je vais à la direction des ressources humaines. Et dans la direction des ressources humaines étaient logés simplement quelques bureaux faisant office de direction financière parce que on ne peut parier que sur les ressources humaines. Donc, ils sont venus, ils ont mis les finances en avant, l'argent en avant, l'argent est devenu Dieu, et de fil en aiguille, ils se sont enrichis, ils se sont regroupés entre coquins, et si vous n'êtes pas des leurs, vous ne voyez pas un bout de soleil. Ils ont gouverné le pays à guichet fermé. Et l'école a été disloquée. Alpha, la veille de son départ, quand l'ORTM lui a tendu le micro, j'allais dire, lui demandant quel est votre plein regret le soir de votre départ, il dit l'école. Sa femme a dit la même chose. Parce que quand vous voulez tuer un pays, tuer, enterrer son éducation, et vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'attendre. Déjà à partir de janvier, quand on a, quand le MNLA a égorgé plus de 100 de nos militaires à Aguelhok, et la réaction de Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères de Sarkozy à l'époque, il s'en est réjoui et il dit que maintenant le puits est mûr, il faut le cueillir. Désormais, il y aura le Mali du Sud et le Mali des Touaregs. Bonjour, chers téléspectateurs de TLR TV. Je suis donc Diogène Seni. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette émission Umoja Ninguvu, qui est en Swahili, qui veut dire l'union fait la force, les solutions panafricanistes. Nous allons en tout cas recevoir au cours de cette émission une grande sœur, je n'hésite pas à le dire, une grande sœur du Mali, Madame Koumba Yaressi, qui est une personnalité qui est dans le paysage politique malien depuis quelques années. Elle va nous permettre de comprendre les enjeux, ce qui se passe au Mali, qui nous passionne tous sur le continent, parce que comme vous le savez, nous avons quasiment tous structurellement les mêmes problèmes. À des degrés divers, les pays se gèrent comme on peut, mais le Mali est aujourd'hui au centre des questions, en tout cas de l'actualité brûlante, comme la Côte d'Ivoire il y a une dizaine d'années. Et donc, nous allons avoir cette possibilité de discuter avec une femme, une intellectuelle, une militante engagée sur le terrain, qui va nous aider à comprendre les enjeux de son point de vue, du point de vue de l'intérieur, puisque le Mali a aussi des enjeux internes. Elle va nous aider à comprendre tout ça. Bonjour. Bonjour à vous, petit frère. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir dans cette émission. Nous allons donc avoir une émission qui sera en deux parties. Une première partie va être consacrée donc d'abord à vous connaître. Ensuite, vous nous donnerez un peu l'historique de la situation du Mali, mais j'y reviendrai. Je commence d'abord par vous proposer de vous présenter comme vous le souhaitez pour les téléspectateurs de TLR TV. Bonjour à vous. Merci beaucoup de vous intéresser à ma petite personne et de vous intéresser à tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Je suis Koumba Yaressi.
J'ai vécu pratiquement 25 ans de ma vie à l'extérieur, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Je fais un coucou à tous ceux avec qui j'ai travaillé, mes anciens élèves, ici et là, qui ont été en responsabilité, qui sont peut-être pour certains aujourd'hui pas loin de la retraite. Et je suis rentré, moi, au Mali en 2002. C'était juste avant la campagne électorale d'Amadou Touré, que Dieu ait son âme. Je suis donc rentré au Mali et je me suis investi dans la société civile, en l'occurrence dans le domaine de l'éducation, parce que vous savez très bien que depuis 2002, il y avait déjà les prémices de ce qu'on peut appeler, pas le délitement, c'est trop fort, mais on sentait déjà, quand on était loin du champ, on sentait que les choses n'étaient pas au bon endroit. Donc, je me suis investi dans le domaine de l'éducation. J'ai d'ailleurs terminé ma carrière, pas proprement dite, parce que moi, je suis rentré à l'âge de 50 ans, donc je n'étais pas déjà à la retraite pour des raisons personnelles et de santé. Je me suis engagé donc dans le domaine de l'éducation et j'ai terminé ma carrière comme chargé de mission au ministère de l'Éducation, où j'ai connu plusieurs ministres. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Je voudrais préciser que vous êtes aussi membre du comité stratégique du M5 RFP, mais on reviendra là-dessus puisqu'on aura un point sur le M5 RFP. Ce que je voudrais comprendre, c'est que nous, en tout cas, en Afrique francophone de façon générale, le Mali a été présenté comme un modèle de l'alternance. Après le passage de ATT de façon brève, avant qu'il ne devienne président après une élection, la première, en tout cas, tentative a été d'avoir un coup d'État qu'il a transformé en élection libre, ayant conduit à l'élection du président Alpha Omar Konaré. Il y a eu une alternance, il me semble, et le Mali a été présenté partout comme un exemple. Euh, et nous n'avons pas compris comment la situation a dégénéré jusqu'à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons comprendre avec vous, euh, est-ce que de l'intérieur, vous aviez, à la faveur des mouvements, en tout cas des années 90, qu'on appelle le mouvement de la démocratisation, est-ce que vous avez vécu la même chose que nous de l'extérieur? Au début, moi aussi, puisque je vivais au Gabon, à l'époque, au début, j'imaginais qu'on était sorti de l'ornière. Mais une fois rentré, une fois avoir découvert certaines réalités, je me suis rendu compte, c'est mon jugement à moi, que cette démocratie au Mali était juste une imposture. Une imposture parce que déjà avant l'élection de 92, le Mali a changé de constitution. Et cette constitution, quand vous regardez de près, elle a été simplement calquée sur la constitution de la Ve République de la France. Et il y a eu l'élection présidentielle en 92, qui était une élection propre, mais qui n'a pas cependant drainé les foules. Parce que ce qu'on doit dire, et qui est vérifié et vérifiable, c'est que de la même manière que les gens, les populations s'engageaient à descendre dans la rue, à vouloir le changement, de la même manière, on s'est aperçu que à chaque fois qu'il y avait élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou locale, les gens restaient chez eux. Je crois que l'élection qui a le plus fait sortir les gens, c'est l'élection de 2013 d'Ibeka, après justement le coup d'État de 2012. Nous allons y revenir. Et donc, qu'est-ce que l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie
au Mali a fait. Le parti Avec de Alpha, Alpha Oumar Konaré. oui, d'Alpha Oumar Konaré, que les Maliens prenaient du plaisir à comparer à l'ANC, carrément, Oui. l'ANC, parce que c'était le plus grand parti, parce que tout le monde a accouru vers l'ADEMA pour des raisons qui sont diverses et variées. Donc, Alpha Oumar a fait quoi quand il s'est agi de législative? Il est allé chercher ses députés à l'UDPM, c'est-à-dire le parti de Moussa Traoré, pourtant que l'ADEMA a contribué à chasser. À partir de ce moment, le doute s'est installé dans les esprits parce que il y avait les partis ou les associations. Au départ, c'était des associations. Hein. L'ADEMA était une association. Il y a le CENID de Maître Muntaratal qui était une grande association aussi. Il y avait ceux qui restaient du Rassemblement du Maître africain de Modibo Keïta. Il y avait beaucoup de regroupements. Et il y a eu une différence entre ces regroupements-là, ces associations. Il y a eu naturellement, quand des politiques ou même la société civile se retrouvent, il y a une plateforme se fonde sur quelque chose. Je crois que les promesses n'ont pas été tenues par l'ADEMA qui est devenu juste après le parti, un parti, en laissant en rade le RDA qui n'en a pas décoléré. Donc, voilà comment déjà on peut imaginer que les choses pouvaient déraper. Je pèse mes mots. Donc, ça suppose que nous sommes déjà au cœur de cette première mouvance présidentielle, qui d'ailleurs a eu une alternance, hein, puisque le président a été réélu, il me semble. Le président Alpha Oumar Konaré a été réélu. Donc, les éléments qui gangrénaient le système se sont aggravés en quelque sorte. Ah oui, bien sûr, parce que Alpha, la première fois, il a été élu proprement, entre guillemets, parce que les enseignants, il est enseignant lui-même de formation, les enseignants se sont mis ensemble et on sait très bien que les enseignants sont représentatifs. Ils sont dans les moindres recoins du pays. Tous se sont engagés, espérant que Alpha Konaré, enseignant de formation, son épouse Adamba Konaré, enseignant de formation, une très grande intellectuelle à qui je rends hommage à ce titre-là en tout cas. Absolument. Tout le Absolument. monde s'imagine qu'eux pourront, après ce qui s'est passé, après la déliquescence du système éducatif qui a été détricoté, parce que les plans d'ajustement structurel, comme dans beaucoup d'autres pays africains, sont passés par là. Et il y a eu beaucoup de choses parce que les innovations pédagogiques pour drainer des fonds, etc., n'ont pas été faites de telle manière que l'école se reprenne. Donc, Alpha Oumar a été aidé par les enseignants. Une fois là, les enseignants, les premiers déçus, c'était les étudiants et les enseignants. Donc, Alpha Oumar, pendant ces 5 premières années, a changé plusieurs fois de Premier ministre, jusqu'à ce qu'il trouve l'oiseau rare, entre guillemets, Ibrahim Boubacar Keïta, que Dieu ait son âme. Et cet oiseau rare, justement, la main de cet oiseau rare ne tremblait pas. Toute l'opposition a dû se retrouver et s'appeler Kopo. Il s'est passé ce qui s'est passé, on les a envoyés en prison, et on a essayé de les museler. Donc, à partir de ce moment, on pouvait se poser des questions. Où va la démocratie au Mali? Et d'ailleurs, vous avez parlé du deuxième mandat d'Alpha Oumar Konaré. Il a bel et bien eu
un deuxième mandat, mais il n'y a pas eu d'élection en 97 au Mali. À preuve, quand Alpha Oumar était à la tête de l'Union africaine, il vous souviendra que le père Eyadema est décédé et qu'il y a eu un forcing pour mettre le fils Eyadema. Alors, Alpha Oumar, qui se dit démocrate convaincu et patriote sincère, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait. C'est au mouvement démocratique, c'est comme ça qu'il s'appelait. Parce que moi, je me suis interrogé à partir de ce moment, comment accoler des épithètes à la démocratie ou à la patrie. On est obligé d'aimer sa patrie, on est formé pour être des citoyens, tout simplement, avec des responsabilités, avec des devoirs et avec des droits. Donc, quand Alpha a essayé de régler cette question, je crois qu'il a choisi l'ancien président de la Zambie pour aller discuter avec les Togolais et pour qu'ils revoient leur copie. Tout le monde sait que c'est Obasanjo, ancien président du Nigeria, qui s'y est opposé. Et les Togolais lui ont rétorqué qu'il n'était pas très bien placé, lui, Alpha, pour parler de démocratie et puis pour s'immiscer dans les affaires intérieures du Togo, parce qu'en 97, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection parce que toute l'opposition a boycotté l'élection. En fait, de démocratisation, on était mal parti. D'accord. Donc, le mouvement dit démocratique avait déjà montré des signaux. Il n'y a pas eu de rectification, il n'y a pas eu de remise en question. Et le général Amadou Touré est revenu aux affaires finalement. Et lui aussi a bénéficié de 2 mandats, il me semble. Oui, de presque 2 mandats parce qu'il a été chassé à quelques semaines de la fin de son premier mandat. En 2002, les Maliens n'étaient pas rassurés. Les Maliens se disaient, est-ce que ce n'est pas un jeu de ping-pong entre Alpha Oumar et Amadou Toumani Touré? Personne ne le saura. De toute façon, nous n'écrivons pas nos mémoires sur ce continent. Et donc, la vérité, on ne peut pas gager qu'un jour, ça se fera. On aura la vraie version. Donc, Amadou est venu et c'est sur les cendres, je pèse mes mots, hein, sur les cendres de l'Adema. Parce que Amadou, l'Adema, le président Alpha Oumar Konaré n'a jamais accepté ce qu'ils ont appelé à l'Adema le forcing de Soumaïla Cissé pour être candidat de l'Adema. Donc, il a été lâché par une bonne partie de l'Adema. Ils ont fait d'ailleurs des communiqués là-dessus, le mouvement des femmes. Moi, j'ai lu le communiqué du mouvement des femmes de l'Adema. J'ai lu le communiqué de certaines personnalités de l'Adema parce que j'étais là pendant la campagne présidentielle de 2002. Ainsi donc, il était en froid avec Ibeka et Ibeka a été obligé de partir du pays. Il a fait un court séjour au Gabon parce qu'il avait certains liens quand même avec Omar Bongo, mais il a terminé sa cabale, entre guillemets, à Lomé. ATT, évidemment, n'avait pas de parti. Sa candidature a été portée par des politiques, par la société civile et par des personnalités qu'on peut appeler neutres. Il y avait la suspicion que ce n'était pas possible que c'est Alpha, il y avait un deal entre Alpha et Amadou Toumani Touré. Si Alpha n'avait pas donné son onction, un candidat sans parti dans un pays qui veut aspirer à la démocratie serait quand même hasardeux. Mais il s'est fait élire. Il s'est fait élire aux grandes dames des politiques. Et à partir de ce moment-là, la classe politique a connu la marche, ça a modifié, je veux dire,
la marche de Touri, parce que le premier mandat de Amadou Toumani Touré a été placé sous le sceau du consensus. Tout le monde est venu au râtelier. Ils étaient tous à l'Assemblée nationale. Amadou Toumani a aidé à se faire élire dans sa commune parce que là-bas, il était face à un loup, son ancien premier ministre, qui est Moussa Mara, qui s'était fait élire au premier tour, et qu'il avait devancé en tout cas au premier tour. Et au deuxième tour, Amadou est descendu dans l'arène et on dit à tous les partis politiques positionnés en commune 4 de tout faire pour barrer la route à Moussa Mara, qui finalement n'a pas pu siéger à l'Assemblée nationale. Une fois Ibeka à l'Assemblée nationale, avec le consensus, ils ont créé des regroupements à l'intérieur de l'Assemblée nationale qu'ils ont appelé Espoir 2002. C'est de cette façon que Ibeka a été élu président de l'Assemblée, mais il y a eu un divorce entre Ibeka et Amadou Toumani, et au cours du deuxième mandat de Amadou Toumani Touré, Ibeka était simple député. Donc, vous voyez que, voilà, le tableau, il n'était pas reluisant. Les jeux se défaisaient selon les intérêts de X ou de Tartampian. Et à partir de ce moment, on savait que, bon, je vais parler comme les enfants, on était mal barrés. La situation n'était pas claire du tout. Nous qui sommes à l'extérieur, lorsque Amadou Toumani Touré est élu président de la République, pour nous, le Mali, c'est le pays exemple, parce que d'abord, il avait une image à l'international, il était médiateur dans plusieurs conflits. Moi, je l'ai rencontré dans le cadre de mes propres déplacements dans quelques pays africains où il venait faire des médiations. Je pense en particulier à un pays comme la République centrafricaine, où il avait un succès, il était apprécié, etc. Et dans d'autres pays aussi, on l'avait rencontré. Mais quand il arrive, en tout cas qu'il est élu une fois président de la République, pour l'Afrique francophone, c'était une image, encore une fois, une très belle image de la démocratie, et que le Mali était toujours un exemple. Mais on comprend avec cette intervention que finalement la démocratie était en train d'être gangrénée de l'intérieur par des jeux de transhumance dans tous les sens, et non pas par une clarté des idées et des convictions. Et donc, on arrive à ce premier coup d'État dont le régime d'Amadou Toumani Touré était victime. Et il y a un deuxième coup d'État qui va arriver après que Ibeka ait été élu. C'est le fameux coup d'État du 18 août 2020, c'est bien ça, et le mouvement M5 RFP qui s'impose comme force, une des forces principales politiques dans le pays. Alors, comment vous nous expliquez finalement, pour comprendre l'articulation entre surtout le dernier coup d'État de 18 août 2020 et l'émergence du M5 RFP? En 2012, effectivement, le pouvoir d'ATT a été balayé juste à quelques semaines de la présidentielle. Parce que le premier tour devait se tenir au mois de mai, mais en mars, il a été balayé. Et il y avait, moi je sentais, j'étais à l'éducation nationale. Je ne peux pas vous expliquer mon récit, mais je n'étais pas rassurée déjà à partir de janvier, quand quand le MNLA a égorgé plus de 100 de nos militaires à Aguelhoc, et la réaction de Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères de Sarkozy à l'époque,
Il s'en est réjoui et il dit que maintenant le fruit est mûr, il faut le cueillir. Désormais, il y aura le Mali du Sud et le Mali des Touaregs. Alors que ceux qui ne savent pas, nous sommes en 2012, hein, pour situer un peu. Nous sommes en 2012. Parce que avant le coup d'État, il y a eu l'assassinat de plus de 100 de nos militaires. Ça voulait dire quoi? Parce qu'il y a eu tellement d'accords, tellement de conciliabules, toujours en Algérie, depuis l'arrivée du mouvement démocratique. Parce que sous Modibo Keïta, sous Moussa Traoré, quand la rébellion éclatait, on la tuait dans l'œuf, parce que le Mali était armé, parce qu'il y avait une base à Sévaré. Donc, le reste du pays ne savait pas ce qui se préparait. Mais avec l'arrivée du mouvement démocratique, le Nord a été démilitarisé. C'était une des exigences de la rébellion. Imaginez que le Nord, ce sont les 2 tiers, en fait, sur le plan géographique, les 2 tiers de notre territoire. Mais en fait, démographique, je ne sais pas s'ils font plus de 20% des Maliens. La population. Parmi cette population aussi, eux, ils sont très, très, très minimes. Ils sont peu nombreux. Mais comme ils étaient, comment dire, sous l'aile de l'Occident, la Suisse, la France, etc., on leur a ouvert tous les canaux de communication, on les a aidés à communiquer, à se positionner à telle enseigne que jusqu'aux Nations Unies, les gens se sont imaginés qu'il y avait un Mali blanc et un Mali noir. Je vais dire ça comme ça. Alors qu'il n'en est rien du tout, parce que même parmi les Touaregs, il y a des noirs et il y a des blancs, qu'on appelait les hommes bleus du désert. Donc, ça, c'était déjà un signal fort. ATT était affaibli à la suite de l'assassinat de Kadhafi et de la destruction de la Libye. Il était malade aussi. Il avait pratiquement tout le pouvoir parce qu'il avait nommé une première ministre. Vous savez très bien, vous. Nous ne sommes pas comme vous, les Bantous, où la femme, c'est le matriarcat chez vous. Chez nous, c'est le patriarcat. Donc, je veux simplement dire, je ne peux pas dans les secrets des dieux, mais je veux simplement dire que à partir de ce moment, ATT a concentré tous les pouvoirs entre ses mains et c'était dommageable. Et comme ceux qui étaient avec lui au cours de son premier mandat l'ont quitté, l'ont abandonné pour des raisons qu'eux-mêmes savent, ceux-ci ont tout fait pour le balayer. Et là, il y a Oumar Mariko, Aminata Draman Traoré, qui ont même été interdits de séjour en France pour des raisons que tout le monde a entendues sur RFI, parce qu'ils se disaient proches des putschistes, etc., etc. Et donc, voilà comment les choses ont commencé à se gâter, on va dire ça comme ça. Kounda était président de l'Assemblée, et comme la Constitution n'a pas été mise de côté, elle n'a pas été suspendue, John Kounda a été désigné président de la transition. Ce qui s'en est suivi, le monde entier l'a vu. Il s'est fait rosser, humilier, on l'a rabaissé et on a abaissé le pays avec. Malgré tout ça, quand il a été soigné et guéri, il est revenu aux affaires. Et tout le monde sait que l'ADEMA a été soupçonné de préparer
ces assauts contre Moussa Traoré à l'ambassade de France. Donc, on les soupçonne de collusion avec la France. Et de cette façon, il n'y a eu personne parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Ce coup d'État nous est tombé dessus. Et les Maliens le qualifient d'ailleurs de coup d'État le plus stupide de notre République parce que, disons en passant que Alpha Oumar Konaré est le seul chef d'État qui n'a pas été renvoyé, qui a eu 2 mandats. En 62 ans, c'est le seul chef d'État qui a pu faire ces 2 mandats. Et donc, on a mis la pression, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, tout le monde a mis la pression sur nous, alors que dans ces entrefaites-là, le Nord a été occupé en 3 jours. Le Nord a été occupé en 3 jours par des djihadistes, par des rebelles de tout poil, par des bandits de grand chemin. Et donc, ce qui s'en est suivi, c'est des élections à la va-vite. Hollande a dit ne pas tergiverser. Il ne nous fera pas de quartier. Il y aura élection en 2013, rien d'autre. Alors que le Mali avait perdu les 2 tiers de son territoire. Et il y a eu des endroits où il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des endroits où il y avait plus de votants que d'électeurs. Et au nord, on a eu quelques images. Il y a une seule personne qui a voté pour tout le monde. Bref. Donc, en fait, d'élection. Mais les gens se sont quand même mobilisés en 2013 pour dire si c'est la solution, on va aider Ibrahim Boubacar Keïta à accéder au pouvoir parce que les religieux sont passés par là. Mahmoud Diko l'a dit, les vidéos sont là. C'est Mahmoud Diko qui a aidé Ibeka à accéder au pouvoir. D'accord. Voir tous les religieux, il y a eu, lui-même a dit que des mosquées ont été transformées en bureaux de vote. Entre-temps, il y a eu le FDR, un front qui s'est constitué parce que le MP 22 de Marico, par exemple, et d'autres petits regroupements descendaient dans la rue très souvent. Et ceux qui avaient l'âme, ceux qui se disaient avoir l'âme de démocrates, se sont mis ensemble aussi. Parce que le Premier ministre plein pouvoir, Cheikh Modibo Diarra, l'ancien de la NASA, a été nommé entre-temps Premier ministre depuis Ouaga. Quelle humiliation! Même si le territoire était occupé, la majorité des Maliens quand même ne vivaient pas sur ce territoire-là. Donc, Cheikh Modibo a décidé qu'aucun politique n'entrerait au gouvernement. Au gouvernement, d'accord. Et donc, il paraît que, bon, c'est pas il paraît, il y a eu plus de 76% Ibeka a eu plus de 76%, c'était la première fois depuis l'existence de la Troisième République. Et de cette façon, donc, les gens pouvaient dire que la démocratie renaissait, sauf que les dessous, tout le monde les connaît. Ibeka est venu, il a mis à l'écart son parti, il se délectait d'ailleurs de ce que lui, c'est Dieu qui l'a mis là. Ce n'est pas son parti, le RPM, le Rassemblement pour le Mali, qui l'a mis là. Et donc, il a gouverné comme il a voulu. La corruption, la concussion, le détournement, la délinquance financière ont pris l'ascenseur. Et moi, je me plais à dire que le régime d'Ibeka, c'est la manière la plus achevée du régime du mouvement démocratique. Parce que sous Alpha Oumar Konaré, il y a eu 16 milliardaires fonctionnaires, tous des fonctionnaires, et c'est la Banque mondiale qui l'a dit. D'accord.
ce moment que dans nos ministères, par exemple, c'est la direction financière qui est en avant. Alors que moi, au Gabon, quand je vais au ministère de l'éducation, je vais à la direction des ressources humaines. Et dans la direction des ressources humaines étaient logés simplement quelques bureaux faisant office de direction financière parce que on ne peut parier que sur les ressources humaines. Donc, ils sont venus, ils ont mis les finances en avant, l'argent en avant, l'argent est devenu Dieu, et de fil en aiguille, ils se sont enrichis, ils se sont regroupés entre coquins, et si vous n'êtes pas des leurs, vous ne voyez pas un bout de soleil. Ils ont gouverné le pays à guichet fermé. Et l'école a été disloquée. Alpha, la veille de son départ, quand l'ORTM lui a tendu le micro, j'allais dire, lui demandant quel est votre grand regret le soir de votre départ. Il dit l'école. Sa femme a dit la même chose. Parce que quand vous voulez tuer un pays, tuer, enterrer son éducation, et vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'attendre. C'est dans cette situation qu'on se trouve aujourd'hui. Personne ne gageait que les Maliens allaient pouvoir se mobiliser. Parce que c'était un pays déliquescent que le mouvement démocratique nous a légué. C'est un pays où tous les droits ont été enterrés, les droits économiques, les droits sociaux, les droits, comment dire, tous les droits, disons, qui ont été enterrés. Plus personne n'avait de droits, c'est l'argent. Même quand vous allez chercher un petit papier, pourtant les textes vous confèrent le droit d'accéder d'avoir ce papier, il vous faut payer. Donc, le pays était à l'arrêt total. Donc, c'est dans ces entrefaites que le mouvement M5 arrive. Et comment? Voilà. Le mouvement M5 s'est constitué de manière très simple. Il y a 2-3 personnes, si vous me permettez de donner leur nom. Il y a Tankaré qui a été directeur de cabinet d'Amadou Toumani Touré. Il y a Tchemogo Maïga, un ancien de l'Adéman, qui a été directeur de la Sotelman, qui a été jeté en prison par, comment dire, Alpha Oumar, et qui est sorti libre, donc de fausses accusations, qui est allé à l'URD avec Soumaïla Cissé, qui, après l'élection de 2002, en 2003, a créé son parti, l'Union pour la République et la démocratie. Et donc, eux sont allés voir même l'ancien régime, même Moussa Traoré. Il y a, et parmi ceux qui ont fondé le M5, ceux qui allaient être le M5, parce que c'est parti de l'Espoir Malikoua. C'est le premier regroupement qui s'est constitué, qui a lancé un appel à la mairie centrale de Bamako, un appel pathétique, un appel à tous ceux qui ont mal pour le Mali, à tous ceux qui, s'ils ne se mobilisaient pas, allaient vivre, peut-être allaient finir en exil ou je ne sais plus où. Et donc, cet appel a été fait au mois de mai, le 24 mai 2020. Ce que je vous ai cité, le beau-frère de Moussa Traoré, l'ancien président, leur a communiqué le numéro de Cheikh Omar Sissoko, qui était considéré comme le grand démocrate devant l'Éternel, parce que tout le monde a vu
ce qu'il a fait pour le départ de Moussa Traoré. D'accord. Le grand cinéaste, mais malheureusement, ça c'est peut-être pour la deuxième partie, nous allons voir ce qui s'est passé au sein du M5 d'or. L'appel a été fait et nous autres, le lendemain que moi j'ai entendu l'appel, j'ai tout fait pour rejoindre Espoir Malikoura. Nos rangs ont grossi, voilà. Et il y a Shogel Kokalamaïga, notre président, le président du comité stratégique du M5RFP, à qui je fais un coucou, était à la tête ou est à la tête du FSD, le Front pour le salut et la démocratie. Il en était le président, le vice-président, mais à la disparition de Jamila, qui a été enlevé pendant des mois et des mois et qui n'a pas survécu à son enlèvement. Donc, Shogel Kokalamaïga a pris la direction du Front pour le salut et la démocratie, FSD. Donc, il est venu à EMK, Espoir Malikoura, en tant que FSD. Il y a le regroupement, ou du moins la grande association CEMAS, qui se réclame de Mohamed Diko, qui a également rejoint EMK. Donc, voilà, ils se sont fait appeler, on s'est fait appeler la Troïka. Et les choses se sont accélérées parce que plus rien n'allait. Il fallait faire quelque chose parce que notre constitution prévoit qu'en cas d'attaque de la patrie, chacune des Maliens a l'obligation, a le devoir de se mobiliser pour sauver la patrie. Patrie en danger. Les gens ont convergé tous vers EMK et évidemment, comme vous le savez très souvent, ça ne pouvait pas se faire de manière très visible, je vais dire, on ne devait pas parce qu'on devait s'attaquer au régime de Ibeka, qui a tous les leviers, et à son système. Étant donné qu'il avait tous les leviers, nous marchions sur des œufs. Nous avons pu quand même organiser une conférence de presse invitant tout le monde à sortir le 5 juin 2020, d'où l'appellation M5, donc le mouvement du 5 juin 2020, RFP, Rassemblement des forces patriotiques. Et ce mouvement a traversé tout le pays. Peu importait l'obédience à laquelle vous appartenez, peu importait qui vous avez été, quelles ont été vos fonctions, des plus humbles à un ancien premier ministre, à des anciens ministres, à d'anciens députés, tout le monde s'est retrouvé parce que le pays n'était pas en voie de délitement, hein, le pays s'était délité parce que les 2/3 ne suffisaient plus aux djihadistes. Ils sont descendus au centre jusqu'à Nyono, où il y a l'office du Niger. Ils ont gangréné pratiquement les 85% du pays. Ibeka n'y pouvait rien. Il a fait voter la loi de programmation et d'orientation pour les militaires, 1230 milliards que le pays a consenti dans une atmosphère de guerre, dans une atmosphère rassembler les ressources, comment même trouver des ressources, parce que les gens ne pouvaient plus payer d'impôts, les gens ne travaillaient plus, etc., etc. Et on n'était plus aidés. Tous les pays qui se disent démocrates, l'Occident, nous ont abandonnés. Ouais. C'est dans cette situation-là qu'est né le M5 RFP
Et certains de nos camarades qui sont partis du M5 RFP, parce qu'il y avait d'autres agendas, à mon avis, nous ont dit, quand la délégation est allée les voir, ah non, 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 si c'est pour chasser IBK, nous sommes loyalistes, légalistes, on ne peut pas chasser un président démocratiquement élu. Mais quand ils ont vu, pour certains, la sortie du 5 juin, ils sont revenus sans qu'on aille les chercher. Et voilà comment est né le M5 RFP. Ça pourra nous expliquer pourquoi nos détracteurs, sans savoir ce qui s'est passé, disent que le M5 est mort. Le M5 n'est pas mort. Pas du tout. D'accord. Ceux qui l'ont merci beaucoup pour ça. Je pense qu'en nous expliquant l'historique de la création du M5, on voit que c'est une grande leçon que d'autres oppositions africaines doivent tirer. C'est aussi l'objet de cette émission, c'est qu'on donne à voir les expériences de chaque pays de telle manière qu'on s'y inspire. Alors, le M5 a tout de suite pris, pour ainsi dire. Nous, de l'extérieur, on entend beaucoup parler du M5, mais qu'est-ce qui s'est passé alors que le M5 a quand même affaibli jusqu'à, je ne sais pas, de façon assez extrême, le régime IBK, mais le coup d'État qui arrive le 18 août 2020, on retrouve que les militaires sans le M5. Parce que le M5 aurait pu se prévaloir d'avoir fait tomber le régime IBK tout seul. Bon, le coup de force des militaires, effectivement, ils ont l'appareil militaire, donc ils peuvent aller beaucoup plus vite. Mais on sait bien que quand le cadre social ne le permet pas, les militaires ont aussi beaucoup de difficultés. Or là, c'est comme si le M5 avait fait tout un travail sacrificiel, pour ainsi dire, et les militaires, le 18 août, prennent le pouvoir sans le M5. Comment vous expliquez ça? Pas sans le M5, parce que moi, je suis témoin de certains agissements. Le jour où ils devaient aller chercher IBK, certains de nos camarades ont été contactés. Et le M5 a participé à couvrir la sortie d'IBK. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été trahis. Il vous souviendra que la CEDEAO a eu beaucoup de réunions avec le M5 pour sauver IBK. Et nous, moi en tout cas, c'est sur la place publique, la place de l'indépendance, que j'ai découvert l'existence d'une autorité morale. Dans les feux de l'action, il y a des détails sur lesquels on ne s'arrête pas, mais ça a fini par fracasser une partie du mouvement, emporter une partie du mouvement. Donc, l'Occident, à travers leurs ambassades, à travers leurs ONG, quand ils venaient, soi-disant, pour intercéder entre le M5 et IBK, dont le pouvoir était chancelant par les fautes commises, ce sont ses enfants, sa famille et ses proches qui géraient le pouvoir. IBK était devenu impotent. Et il y a des preuves qu'il y a des décrets qui sont pris et que ce n'est pas IBK qui signait. Il y a même des nominations dont il n'avait aucune connaissance. Donc, le Mali n'était plus géré. À ce point-là. À ce point-là. Mais l'extérieur ne peut pas le savoir, et même à l'intérieur, ce n'est pas tout le monde qui peut, parce qu'on a cassé notre école, on a appauvri la population. Comment accéder à l'information? Heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux. Et le M5, soit dit en passant, a vivifié, je crois que la naissance du M5 a vivifié le panafricanisme. Moi, je me plais à le dire, parce que les résultats auxquels nous sommes arrivés très vite n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, si les panafricains, si
tous ceux qui aspirent à la liberté, à la justice, ne s'étaient pas mobilisés à travers le monde. Et nous avons bénéficié de ça. Et c'est pourquoi, justement, je suis d'accord avec vous quand vous dites que d'autres pays doivent s'inspirer de ce qui se passe. Il faut reconnaître que les conditions étaient suffisamment réunies pour que tout le monde se mobilise. Et fort heureusement que les gens sont venus, après l'appel, ils sont venus par eux-mêmes. Donc, ils ont fait le combat. Et aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir du combat du M5. Tous, nous y avons contribué. Il y a eu peut-être 3-4 générations. Parce qu'à nos sorties, il y a même des gamins de 10 ans. Il y en a qui ont presque 80 ans, etc. Donc, des générations, des Maliens de toutes conditions ont convergé et n'ont pas demandé le reste. Parce que ce que les politiques avaient fait chez nous, vous êtes militant, vous n'êtes pas engagé pour un don de soi, pour participer à la mise en place d'une certaine politique. Il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que l'argent. Les gens venaient à la politique pour prendre l'échelle, comment dire, sociale. Plus vite, mieux vous êtes à côté des heures majeures, plus vite votre ascension se faisait. Alors qu'en ce qui concerne le 5, les gens se sont engagés et savaient que la lutte n'allait pas être une promenade de santé. De santé, oui. Pendant qu'on faisait des marches, on réfléchissait. Tous les textes fondateurs de la transition, c'est le M5 qui les a produits. Et ça a commencé d'abord à EMK, puisque c'est l'ancêtre de tous ceux qui sont au M5. Des fois, nous planchons sur des textes de 10 à 15 heures. Et chacun se transportait dans ce océan de pauvreté, de misère noire. Chacun se faisait un devoir d'honneur pour aller à toutes les marches, à toutes les activités du M5. Nous avons eu cette chance. On a pu semer les graines de réussite à travers une pédagogie certaine. Parce que sans pédagogie, le mouvement démocratique, le passage du mouvement démocratique a été caractérisé par l'ignorance, l'obscurantisme. On a l'habitude de dire que nous sommes censés ignorer les gens, mais nous, on était rien du tout. La preuve est que on verra, quand on parlera de la transition rectifiée, je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi je suis arrivé à cette conclusion. Donc, le M5, c'est comme ça, par l'engagement de tous, et cet engagement n'a pas faibli. L'engagement n'a pas faibli, malgré tout ce qu'on veut faire croire. D'accord. Bon, donc, finalement, donc, le coup d'État du 18 août a eu lieu. Le M5 a été très actif. Vous venez de nous le confirmer. Mais le M5 ne partage pas le pouvoir avec les militaires de la manière que... Oui. Le M5 n'a même pas été contacté. Bon, parce que je vous parlais de l'autorité morale. Il était plus facile pour la CEDEAO et pour l'Europe, l'Amérique, à travers les ambassades et autres, d'affronter notre autorité morale, qui est devenue maintenant notre ancienne autorité morale, Mohamed Diko. D'accord, pour ne pas le citer. Voilà, pour le citer, lui, c'est un religieux, c'est un érudit, mais depuis 1991, il est dans l'arène politique.
il a reporté la voix des religieux à la conférence nationale de 91 qui allait fonder la Troisième République. Et depuis, il n'en est pas parti. Il n'en est pas parti. Et ses empreintes partout. Et demain, s'il a envie de faire passer un message, il convoque tout simplement la presse. Ou alors, il se fait inviter à des forats pour dire ce qu'il a envie de dire. Ça, c'est des détails, on passe. Et donc, ils ont réussi à convaincre les jeunes colonels, parce que la plupart étaient au nord, hein, et ils ont fait leurs armes au nord. Donc, ils les ont convaincus de ce que mieux vaut discuter avec Ouamouko qu'avec des politiques comme Choguel Kalamaïga, qu'ils ont qualifié de russone, de clivant, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés bredouilles. Nous avons attendu sans être appelés. On n'a pas du tout été appelés. Et curieusement, nous, on avait même préparé des textes pour la création du CNT, la mise en place du président, le choix d'abord du président de la nation et tout le reste. Mais ils avaient les textes, ils ont adjoint d'autres textes, ceux du Burkina Faso, parce que moi j'ai pris part aux assises fondateurs de la transition. Donc on a attendu en vain. Et quand ils nous invitaient, nos représentants devaient trouver que tout était fait. On les mettait devant le fait accompli. Devant le fait accompli, oui. Devant le fait accompli. Alors, mais quand on s'est engagé vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas entrer dans la posture de casseur. C'est pourquoi nous avons fait profil bas. Et à ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas convaincus, tous ceux qui avaient d'autres agendas, ont déserté les lieux. À telle enseigne qu'au comité stratégique, je n'y étais pas à l'époque. Choguel était face à 5-6 personnes, alors que le comité stratégique était fort de 42 membres. Il y en a qui avaient tourné la page, qui étaient allés à autre chose, qui sont passés à autre chose. Et je crois que c'est pour cela que au comité stratégique, ils se sont dit, tiens, nous pouvons reconfigurer le comité stratégique. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a la diaspora, il y a le reste de la République. Parce que ça ne se passait pas qu'à Bamako. Hein. Le sorti, des fois, c'est le même jour partout, y compris la diaspora. Donc, nous sommes venus en renfort au comité stratégique. C'est comme ça, dépouillé. Nous leur en avons pas voulu, aux jeunes colonels pour la simple raison que s'ils n'étaient pas venus, il y avait déjà des cargaisons comment vous appelez les bombes là, qu'on nous jetait de gaz lacrymogène qui avaient été débarquées à l'aéroport Modibo Keïta, parce que nous, on était déjà entrés dans la contestation totale. On avait décidé d'arrêter le pays. Et donc, c'était un face-à-face qui aurait dû se faire entre Ibeka et nous. Or, il en avait déjà tué plus de 20 de nos militants, des jeunes de surcroît. Je voudrais surtout vous relancer en disant que finalement, il y a eu une rectification de ce coup d'État qui est arrivé avec la nomination du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, le 7 juin 2021.
Euh, tout ce que vous nous avez expliqué, parallèlement à la situation politique, aux enjeux internes, malgré tout, il y a la situation du Nord, il y a la situation sécuritaire qui Absolument. se, voilà, qui se détériore. Alors, nous avons suivi que l'arrivée du Premier ministre donc a relancé la transition tout en fâchant la France, parce que la France n'a pas à ce moment-là apprécié l'entrée du M5 dans la gestion de la transition. Vous allez me rectifier si je me trompe. Et ensuite, il y a eu très vite une apparition sur la scène internationale, alors qu'on ne voyait plus le Mali prendre la parole directement lui-même pour parler de lui, hein, le Mali. C'est souvent la France qui était le porte-voix finalement de la situation sécuritaire et politique du Mali dans les instances internationales. Et là, on découvre le Premier ministre, le docteur Choquel Maïga, qui prend la parole avec cette expression qui est devenue finalement légendaire, où il dit que nous avons été abandonnés en plein vol, la France en plein vol. Et c'est le déclenchement d'une situation à laquelle personne ne s'attendait. Je finis cette interrogation en disant que, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour nous qui sommes de l'extérieur, nous avions l'impression que c'était janvier 61 au Congo démocratique, c'est-à-dire que c'était Lumumba qui a été battu, humilié devant le monde entier. Le même traitement a été réservé à Laurent Gbagbo. On s'est dit que de si peu, on ne trouvera plus un pays africain francophone se dresser comme ça face à la France, etc. Donc, le Premier ministre arrive, nous tous nous sommes interrogés, mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Est-ce qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de dire et de faire aux Nations Unies? Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu de l'arrivée du Premier ministre, en tout cas à la tête du gouvernement, finalement un partage de pouvoir avec les militaires, et cette détérioration de la situation avec la France? Oui, mais avant de parler de transition rectifiée, la transition rectifiée a aussi une histoire. Hein. Euh, comment dire, à l'adresse de vos téléspectateurs, je souhaiterais dire que, comment dire, euh, Assimi Goïta était le vice-président de Bandao. Il est parti 2 fois en France, il n'y a jamais eu de communiqué. Et la seule chose qui a été dite, l'a été par Macron. Macron qui disait que en 4 mois, ce qu'ils ont eu de cette transition, Bandao, ils ont peiné à en avoir en 4 ans avec Ibeka. Or, c'est avec Ibeka qu'ils ont signé des accords de défense uniques qui nous ont enchaînés et qui ont précipité le Mali dans le gouffre. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on a mis Assimi Goïta en tant que président, en tant que vice-président, à l'écart. Il n'avait plus le droit de participer au Conseil des ministres. Or, c'est lui qui gérait le volet de la défense. Allez-y comprendre quelque chose. Et au lendemain du dernier voyage de Bandao, il y a eu un remaniement ministériel qui a fini d'écarter ceux qui, aujourd'hui, font la fierté des Maliens. Le colonel Sadio a été dégommé, le ministre des Finances dégommé. Donc, tous ceux qu'on soupçonnait d'aller dans le sens du peuple ont été dégommés. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et même l'arrivée du docteur Shogel Kokalamaïka a été justement, c'est depuis que son nom a été prononcé à Accra qu'on a commencé à nous menacer d'embargo. Il y a eu
des discussions chaudes entre Assimi Goïta et la CEDEAO, parce que je dois vous dire que Alassane Ouattara, quand il y a eu le coup d'État de 2012 et que les députés ont essayé de donner le statut d'ancien chef d'État à Amadou Aya, c'est comment dire, Ado qui s'est farouchement opposé à ça en tant que président de comment dire, de la CEDEAO. Tout le monde sait, oui, tout le monde sait que Ado déteste cordialement la soldatesque et puis Ado n'a aucun respect pour les gens, à preuve l'audio qui a fuité entre lui et notre ancien Premier ministre. Voilà, donc il a tenu mordicus. La France ne voulait pas de Choguel. La CEDEAO, évidemment, comme c'est une caisse de résonance de la France, n'en voulait pas. Personne n'en voulait, mais il a tenu. Et moi, pour ça, j'ai du respect pour ces colonels-là, parce que si Assimi ne s'était pas assumé, je ne sais pas aujourd'hui si je serais face à vous, face à vos téléspectateurs, pour dire ce qu'on est en train de dire. Donc, il y a des complots à n'en pas finir. Choguel est venu. Quand on nous a convoqué, le comité stratégique a été appelé par les colonels. Les discussions se sont faites autour de 10 points et nos 17 mesures. C'était ça notre vision. Bandao nous avait appelés, on lui a fait part de notre vision. Il nous a pu appeler d'ailleurs, quelques semaines après, il a été lui-même chassé. Donc, c'est dans cette veine-là que Choguel est allé devant le CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office d'Assemblée nationale, d'organe législatif, j'allais dire. Et c'est là-bas qu'il a décliné le PAG, le programme d'action gouvernementale. Les 4 axes, c'est justement autour de ces 4 axes que construisent nos 7 points, et nos 17 points, et nos 10 points et nos 17 mesures. C'est pourquoi, justement, évidemment, même dans. On ne s'est pas partagé le pouvoir, hein, parce que tous les postes régaliens, nous sommes en dehors du champ. Mais ce qui nous importe, nous, c'est qu'il y a Choguel à la tête du gouvernement pour impulser notre vision, parce que après chaque bouleversement social, généralement, ceux qui ont été chassés n'ont plus voix au chapitre. Mais moi, personnellement, je sais que les changements commencent à se faire pas au rythme que moi je souhaiterais, mais peu importe. Le Mali aujourd'hui est dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour cela, le ministère de la Justice a relu tous les textes afférents à la dépense financière, à la corruption, etc., parce que c'était des textes pris sur mesure. Et le point saillant, le point le plus important, c'était la lutte contre l'insécurité. Vous avez vu que pour y arriver, il fallait rompre avec la France. Et la France n'a pas été assez. Hein. La France n'a pas supporté, n'a pas accepté un deuxième coup d'État 9 mois après le coup d'État. C'est eux qui appellent ça coup d'État, parce que nous, pour la première fois, on a parlé de rectification. On est sorti, on a adoubé. Et pour la non, pas la rectification. Ils étaient venus pour arrêter la catastrophe. Okay.
c'est en 2021, le 24 mai, qu'il y a eu rectification parce que ça n'allait pas dans le sens du peuple. La première transition, moi, il n'y a eu aucun changement. Et on avait l'impression que Ibeka est parti et notre Ibeka était là. Donc, quand la transition a été rectifiée, il fallait maintenant s'attaquer à la France parce que les objectifs majeurs du M5 RFP, c'est chasser Ibeka du pouvoir et s'attaquer au système. Parce que c'est le système qui met en œuvre, c'est le système qui porte en lui tout ce qu'on n'avait pas envie de vivre dans ce pays. D'accord. Et donc, quand la rectification est survenue, on a vu, la France a dit qu'elle partait. À travers Barkhane, elle ne restait plus. Oui. Le Mali leur a rétorqué, bon vent. Et le pauvre, ils ont demandé 6 à 7 mois. Ils ont fini par partir. Mais tous les complots de la France et de ses alliés, parce que la France a essayé, à travers Takuba, d'embarquer l'Union européenne dans ce qu'elle appelle, elle, la lutte contre le djihadisme, l'insécurité, comme si les djihadistes du Mali pouvaient aller frapper en France. Ceux qui frappent en France, ce sont généralement des petits Français à qui on a dénié tous les droits. Moi, je connais un tout petit peu la France. Je sais comment vivent certaines banlieues. Je sais quand ces petits-là n'ont pas d'espace vital. Les écoles sont très peu, comment dire, on y envoie les enseignants les moins qualifiés, les moins compétents, les moins expérimentés. Donc, on sait très bien, la France elle-même sait que au jour d'aujourd'hui, à ce rythme-là, si elle ne fait pas sa propre introspection, si elle n'accepte pas d'ouvrir, de dessiller les yeux sur ce qui se passe en France même, elle a tout faux. Elle a tout faux. Donc, ces complots-là, après le départ de Barkhane, après la demande du départ de Barkhane, on a vu, ça n'est suivi le départ de Takuba, pour des raisons que tout le monde sait. Ils ont refusé de donner à Assimi, donc au Mali, la présidence de Takuba. Or, c'est nous, l'insécurité, c'est d'abord le Mali. C'est du Mali que c'est parti, partout, parce que c'était la volonté Sarkozy d'amener les anciens collègues qui étaient dans la milice ou dans l'armée de Kadhafi, tout en leur promettant le Nord Mali. On est dans ça, évidemment, il y a l'ancien ORS, ou je ne sais plus quoi, le Grand Sahel et Sahara, qui a beaucoup de ressources, parce que en fait, tous ces problèmes-là, c'est comment accéder aux ressources à vil prix. C'est seulement ça. Nous le savons, et maintenant, nous n'en sommes plus d'accord. Et donc, il y a aussi le représentant au Mali qui se recrutent la plupart du temps dans l'ancien régime, qui font tout pour créer les conditions d'une restauration. Et ensuite, on a vu à travers l'embargo qui étaient nos amis dans la sous-région, ou même au-delà. Parce que nul était le Congo de la Guinée, qui a refusé évidemment. La Guinée pouvait se le permettre parce que la Guinée est aussi gouvernée par un colonel, ce qui ne leur plaît pas. La Guinée nous a ouvert ses frontières. La Mauritanie, qui n'est plus membre de la CEDEAO, qui a claqué la porte il y a des décennies, nous a ouvert
elle nous a donné l'accès à ces ports, à l'océan. Mhm. Il y a aussi l'Algérie. Algérie, oui. L'Algérie, voilà, qui a volé à notre secours parce que l'Algérie a dû se rendre compte qu'elle est plus proche du Mali que de la France. Pas seulement géographiquement. Parce que le FLN, les armes qui ont servi à combattre la France ont pour la plupart transité par Gao. Ça, c'était la volonté et le risque que Modibo Keïta, le premier président du Mali, le grand panafricaniste. Oui, faut le rappeler. Qui, voilà, c'est un grand panafricaniste parce que dans notre constitution, nous sommes prêts à donner, à céder notre souveraineté en partie ou notre souveraineté tout entière si ça peut servir à cause d'une Afrique unie, d'une Afrique qui ne sera plus ridiculisée, d'une Afrique qui va vivre, d'une Afrique qui va faire ses propres choix pour son devenir. Merci beaucoup pour cette première partie. Nous allons mettre un terme à cette première partie. On va faire une deuxième partie après, mais bon. Déjà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons passé en revue dans cette première partie d'abord la situation d'une femme engagée qui connaît bien l'Afrique noire, l'Afrique francophone, qui a travaillé en Côte d'Ivoire, qui a travaillé au Gabon, qui a l'avantage aussi d'avoir travaillé, évidemment, je le découvre dans sa présentation, au Mali même, en tout cas dans le système éducatif. Elle a participé à pas mal de dispositifs pour remettre le Mali debout. Elle est au cœur de la situation aussi aujourd'hui, comme d'abord membre stratégique du M5, qu'elle vient nous livrer une analyse de l'intérieur. Nous avons compris aussi dans son intervention cette image un peu difforme que nous avions du Mali, c'est-à-dire que nous avions, nous autres, l'image d'un Mali démocratique, modèle démocratique pour les pays africains, subsahariens, et on découvre au fur et à mesure que il y avait aussi elle appelait imposture hein, dans la situation malienne depuis Alpha Omar Konaré, en tout cas dès les premières années de son régime, et le deuxième mandat était presque l'aggravation des maux qui étaient déjà pointés du doigt par certains Maliens, et toute cette situation qui arrive aujourd'hui avec la création du M5, et puis l'émergence des figures comme Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. En tout cas, cette première partie nous a permis de comprendre un peu plus précisément les enjeux, et surtout, je dois remercier la grande sœur parce qu'elle a eu une lucidité de dire exactement ce qu'elle a vu, ce qu'elle a fait, quelles étaient ses contributions, et son interprétation est totalement assumée. Et ça nous aide effectivement à comprendre les enjeux. Donc, merci beaucoup pour cette première partie. Merci. Et l'émission va donc prendre fin. Émission Oumo Dianingouvou, l'Union fait la force, la solution panafricaniste. Je vous remercie et à très bientôt. Biso ebonga boye ezala konga moto